Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Bonjour. intitulé Secteur public et collectivités, comment répondre aux exigences de cybersécurité dans le cloud. Vous remarquerez que vos micros sont coupés par défaut afin d'assurer le bon déroulé de cette présentation, mais vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat, menu questions qui apparaît dans justement le panneau GoToWebinar sur la droite de votre écran normalement, et ce à tout moment. Nous prendrons les questions au fil de l'eau si cela le demande, mais préférablement, nous y répondrons à la fin de cette session, pendant le créneau dédié. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je passe la main à Écritel et OVH Cloud pour le dérouler. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Effectivement, donc, comme l'a dit Marine, nous allons parler donc, de secteur public collectivité et notamment de cybersécurité dans le cloud. Aujourd'hui, donc, nous sommes accompagnés donc, de Farah Kadjam, donc, qui est experte en solutions d'infogérance cloud public pour le compte d'Écritel, Christophe Cam, donc responsable de la partie secteur public et collectivité, Guy Fournier, donc, qui est directeur du secteur public pour la France et le Benelux pour OVH Cloud, et donc moi-même, Léonel Garcia, qui suis directeur technique pour Écritel. Au niveau de l'agenda, on va adresser un certain nombre de thèmes. Les quelques premiers effectivement qui seront adressés vont être la transformation numérique, donc quelques sujets assez, on va balayer un petit peu les grandes tendances de la transformation numérique. Tout ce qui va être attrait à la cybermenace et l'actualité un petit peu de la cybermenace et l'état de l'art, les attentes qui peuvent être faites effectivement par les collectivités et les différents prestataires en termes de cybersécurité, les niveaux de sécurité selon les données, tout ce qui va attrayer un peu la garantie de disponibilité des données, et ensuite donc Guy Fournier prendra le relais sur des cas d'usage côté OVH Cloud, des stratégies et enjeux effectivement par rapport à l'externalisation cloud et tout ce qui tourne autour de la partie Secnum Cloud, donc l'offre OVH Secnum Cloud. Et on terminera effectivement, comme l'a dit, questions-réponses à la fin, où on fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, donc sur la partie transformation numérique. Je vais laisser la main à Farah, du coup, qui va nous balayer un petit peu ces thèmes-là. Merci Léonel. Donc bonjour à tous. Donc le but de cette slide, c'est un petit peu vous faire un état des lieux de ce qu'on observe sur la transformation numérique. Donc la transformation numérique est depuis quelques années au cœur de la stratégie du gouvernement. L'accélération de la digitalisation a d'autant été plus forte depuis 2020 avec la crise pandémique qui a entraîné notamment une explosion du télétravail. L'intérêt de cette digitalisation, elle est multiple. D'une part, c'est permettre l'amélioration de l'expérience utilisateur via la création de nouveaux outils. Typiquement, pour faciliter les démarches administratives des citoyens, de plus en plus de collectivités misent sur la prise de rendez-vous par Internet en mairie, par exemple, ou donnent la possibilité de déposer des dossiers en ligne, comme les dossiers MDPH, ou encore donnent la possibilité de gérer le suivi de la création de pièces d'identité par Internet, ou même pour la cantine de ses enfants en ligne. Cette digitalisation permet également d'améliorer le confort de travail des agents publics, en ayant typiquement la possibilité de télétravailler plus facilement, et de ne plus avoir à gérer des dossiers papier, mais plutôt des dossiers numériques. L'avantage, il est donc double, pour les agents publics et pour nous citoyens qui sommes les utilisateurs finaux de ces nouveaux services. Que vous devez connaître, qui sont mis à disposition de tout le monde sur Internet. Vous avez typiquement France Connect, donc c'est un système d'authentification sécurisé qui vous permet de vous connecter sur des sites comme Amélie, où vous allez retrouver toutes vos démarches, tout le suivi de vos démarches santé. Ce dispositif il est d'ailleurs repris par des sociétés privées pour vous authentifier de manière sécurisée, notamment sur certains sites d'assurance de prêt immobilier. Vous avez la possibilité soit de vous connecter avec votre compte ou soit de vous connecter avec France Connect. Du coup, voilà, c'est tout un type de services qui sont mis à disposition aujourd'hui. Et vous avez également des outils de sensibilisation qui sont aussi déployés, comme le site cybermalveillance.gouv.fr. Sur ce site, vous allez retrouver tout ce qui est bonnes pratiques sécurité à mettre en place dans la vie quotidienne ou en entreprise. Vous allez retrouver des conseils et vous avez même la possibilité de déclarer tout ce qui est tentative de phishing, d'hameçonnage et même déposer plainte. Car en effet, qui dit transformation digitale et transformation numérique et son accélération, dit également forte vulnérabilité numérique. Donc c'est la slide suivante. Alors, en quelques chiffres, le but c'est de faire un topo sur les grandes tendances actuelles. Donc en 4 chiffres, on observe du coup une augmentation des cyberattaques de plus de 400% depuis ces 2 dernières années. Et ça, c'est fortement lié à tout ce qui est télétravail.
Donc, nous, ce que nous préconisions en tant qu'infogérant et hébergeur avec OVH Cloud, c'est de mettre en place des outils de sécurité supplémentaires dans votre infrastructure, typiquement des outils comme l'utilisation d'un tunnel sécurisé, d'un type VPN. 90% des brèches de sécurité sont liées à une erreur informatique, humaine, enfin pour moi. Et cette erreur humaine, on a beau installer tous des outils de sécurité, si on n'a pas les bonnes pratiques, si on ne forme pas ses utilisateurs et si on ne renforce pas la sécurité du poste de travail, toute entreprise, toute collectivité peut être amenée à subir des brèches de sécurité. Donc c'est pourquoi d'ailleurs chez Ecritel, on sensibilise tous nos collaborateurs tous les ans. On pratique en fait des formations qui sont pilotées par notre responsable sécurité informatique, notre RSSI, pour justement sensibiliser tous nos collaborateurs à ces préventions de brèches de sécurité. 94% des cyberattaques sont générées via l'ouverture d'un email. Donc, ce qu'on observe dans les grandes tendances, c'est que 80% de ces cyberattaques sont le résultat de tentatives d'hameçonnage. Un hameçonnage, c'est quoi? Un hameçonnage, c'est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles, que ce soit un mot de passe, un compte d'accès ou même parfois des données bancaires. Donc, il faut faire très attention à cela parce que ces hackers, en fait, se font passer pour des tiers de confiance, des personnes de votre collectivité, votre supérieur hiérarchique. Donc, il faut vraiment faire attention et les mettre en spam, les mettre en poubelle et les signaler à votre hiérarchie ou à votre RSSI. Et enfin, ce qu'on observe, c'est que 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative de fraude cette année. Donc, tout le monde est vraiment sujet à la tentative de hacking et il faut d'autant plus se protéger sur cet aspect-là. Merci Farah. Je vais passer la main à Christophe. Alors, on t'entend pas, Christophe. Il y a un problème de votre côté, Christophe et Léonel. On ne vous entend pas. Oui, on gère effectivement de la donnée qui est très très sensible. Il peut y avoir des contraintes effectivement politiques, des contraintes de sensibilité des données. Donc que l'on soit une petite mairie rurale ou que l'on soit effectivement un grand département, toutes les entités publiques sont concernées par ces cyberattaques. L'idée donc, côté effectivement Ecritel, avec nos partenaires OVH, c'est de pouvoir effectivement accompagner l'ensemble des collectivités dans leurs projets d'hébergement, de migration donc vers le cloud. C'est de pouvoir protéger l'ensemble de vos données, de les infogérer, tout en respectant bien souvent des plannings qui sont restreints et très contraints, avec une très grande disponibilité et un conseil autour de l'hébergement de ces données avec de nombreuses réunions, un accompagnement client à la fois de notre côté et aussi du côté de nos clients sur tout ce qui est performance, sécurisation des données, hébergement et infogérance. Ces données sensibles donc vont répondre à des protections via des sécurisations et donc des certifications que Ecritel et ses partenaires possèdent. Donc nous avons chez Ecritel la certification ISO 27001, qui est une certification structurelle et donc organisationnelle, qui nous indique effectivement que nous possédons en fait tous les éléments nécessaires à la sécurisation donc des données. Nous respectons bien entendu, comme la plupart de nos partenaires, c'est depuis la loi 2018, la protection des données RGPD, et nous sommes capables aussi de venir protéger vos données avec notre certification HDS, donc tout ce qui est données de santé, mais également flux bancaire avec la certification PCI, DSS et les bonnes pratiques ITIL, donc, et avec la certification ISAE 3402. Il est possible également de venir héberger et protéger avec notre partenaire OVH, donc on en parlera un peu plus tard, sur de la sécurisation de données avec la certification SecNumCloud de l'ANSSI. J'irais même un petit peu plus loin sur le fait qu'on a déjà accompagné effectivement des
des clients, des partenaires sur des certifications qui ne sont pas dans cette liste-là, sur lesquelles effectivement on peut, donc soumis à études, soumis à effectivement à validation, soumis sur projet, on peut effectivement accompagner des clients. Je pense à des certifications de type Swift, des certifications de stockage de données. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de certifications, beaucoup de normes. C'est des choses qu'on a déjà fait et qu'on évalue régulièrement pour le compte de nos clients, savoir si on peut y aller ou pas et si on a la possibilité d'y aller ou pas par rapport aux prérequis de la norme. Donc, on va donc enchaîner sur la partie disponibilité et intégrité des données. Donc, dans la partie sécurité, on parle souvent de DICT. La disponibilité et l'intégrité des données font partie effectivement d'un DICT, tout comme la traçabilité des données. La partie cybersécurité, on en a parlé un petit peu avant, c'est déjà des mesures organisationnelles via des équipes qui sont formées, via des équipes qui maîtrisent effectivement les bonnes pratiques de sécurité. On a parlé ITIL juste avant, par exemple. C'est aussi de la sensibilisation. Donc la sensibilisation des collaborateurs sur comment réagir ou comment interpréter la réception d'un mail, analyser l'URL avant de cliquer bêtement sur le lien. Enfin, c'est vraiment apprendre aux gens à réagir par rapport à une situation. Et c'est également des procédures. Donc là, on va parler de situations peut-être un petit peu plus critiques quand il y a effectivement suspicion de compromission, suspicion de compromission d'intégration des données, de fuite de données. Ça va être appliquer des procédures pour pouvoir effectivement contenir rapidement on va dire l'hémorragie s'il y a eu, et puis derrière pouvoir prendre des bonnes pratiques, prendre des bonnes mesures pour pouvoir analyser, savoir comment ils sont rentrés, remédier, faire toute l'analyse forensique qui va avec effectivement. Donc ça passe par des procédures également sur, on va dire, de la réponse à incident par rapport à la sécurité. C'est aussi des mesures techniques, évidemment, donc des mesures techniques sur du hardening de système, les bonnes pratiques, effectivement, d'avoir des systèmes qui sont mis à jour régulièrement, qui disposent des patchs de sécurité à jour, qui sont encore maintenus par les éditeurs, et aussi de l'outillage. On a parlé VPN juste avant, c'est un des outillages. Ça va être également donc du SIEM, de la centralisation de logs, de la corrélation d'événements, de l'IA pour certaines solutions les plus avancées, qui vont nous permettre de diminuer le temps de détection entre l'exploitation de la faille par l'attaquant et le jour J où ça va se déclarer. C'est également des systèmes comme antivirus, ce genre de choses. Dans le slide qui suit juste après, il y a une liste un petit peu plus fournie effectivement de solutions. Par rapport à ça, nous, côté Ecritel, effectivement, on a découpé nos niveaux d'administration pour essayer de caler au mieux avec les besoins de nos clients et partenaires. On retrouve 3 niveaux où, assez vulgairement et assez rapidement, le niveau 1, donc le client est responsable de, on va dire, 99% de l'infrastructure. Donc ça va être les mesures organisationnelles, les mesures techniques dont je viens de parler vont être sous responsabilité client pour une grosse partie de l'application, pour une grosse partie de l'infrastructure. Niveau 2, Ecritel va aller jusqu'à l'OS, donc on va décharger effectivement le client de tout ce qui, entre guillemets, n'est pas son métier, on va dire, et lui va se concentrer sur son applicatif. Et niveau 3, Ecritel va tout faire. Donc là, effectivement, on va travailler avec le client pour avoir des procédures sur l'applicatif, etc. Mais on ne pourra, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas se substituer effectivement au client sur une faille qui viendrait de l'applicatif parce qu'on a un développeur un peu zélé ou un développeur un peu laxiste qui aurait potentiellement oublié de faire un check sur un champ login, sur un champ password ou des choses comme ça, et on aurait des failles, des vulnérabilités vraiment applicatives. Donc ça, on ne pourra pas bypasser, donc on sera obligé de travailler quoi qu'il arrive main dans la main avec le client, avec le partenaire, pour pouvoir élever le niveau de sécurité à son maximum. Donc Ecritel en dispose, OVH également si je dis pas de bêtises, qui vous permettent effectivement de vous prémunir de tout ce qui va être attaque volumétrique ou du paquet par seconde ou des choses comme ça, un certain nombre de typologies d'attaques DDoS. Le DDoS aujourd'hui a plus vocation effectivement à rendre inaccessible un site. Derrière, on va retrouver des choses un petit peu plus classiques, donc antivirus, anti-malware, le firewall qui paraît être quelque chose de très standard, mais on rencontre encore dans la vraie vie des gens qui font l'impasse des fois sur la partie firewalling, ça arrive encore. Donc là-dessus, on s'en
d'exploiter une vulnérabilité, de potentiellement passer par une backdoor ou des choses comme ça, avec des tentatives trop nombreuses ou des choses comme ça, et potentiellement faire de la réponse à incident. La partie MFA, par exemple, est une bonne pratique. Farah en parlait tout à l'heure de la partie VPN, c'est une bonne pratique. La partie MFA en est une également. Donc MFA, Multifactor Authentication, ce que vous pouvez tous connaître sur vos téléphones avec Google Authenticator, avec des choses comme ça, avec des tokens RSA en physique, avec plein de solutions effectivement, soit dématérialisées, soit en physique, qui permettent d'avoir quelque chose que vous connaissez, donc votre mot de passe habituel, et quelque chose qui va être aléatoire et qui va changer toutes les X minutes, les X secondes, et qui effectivement permet, pour l'attaquant, c'est plus compliqué effectivement de disposer de la clé de sécurité du mot de passe en entier. On va compléter avec des solutions de scan externe, de scan interne également, qui vont permettre d'avoir de la visibilité sur ce qui est exposé, en gros, ce qui va être exposé sur le net, clairement, et qui va potentiellement pouvoir être le terrain de jeu des différents pirates, hackers ou personnes malveillantes. Tout ce qui va être, j'en ai parlé tout à l'heure, failles de sécurité, obsolescence, la base, gérer les failles de sécurité, avoir tout ce qui est 0 day, savoir quand les patchs sont parus, pouvoir faire des fenêtres de maintenance sur vos applicatifs pour patcher effectivement les applicatifs, les systèmes, les kernels, tout ce qui va bien, et gérer l'obsolescence également. Aujourd'hui, les versions de Linux, de Windows évoluent très rapidement, tous les 2 ans, tous les 3 ans maximum, vous allez avoir des nouvelles releases. Les éditeurs vont forcément mettre en end of life les anciennes releases à un moment. Il faut suivre cette évolution qui peut aller très vite, qui peut être contraignante, mais il faut la suivre si on veut avoir un niveau de sécurité correct. La partie hardening, j'en ai parlé. Nous, on suit effectivement des bonnes pratiques telles que le référentiel ANSI, qui va nous faire. C'est un guide effectivement, donc qui est dispo sur le site de l'ANSI, qui est assez long, mais qui est très intéressant et qui vous permet également de faire du hardening, que ce soit sur des OS Linux, Windows, des hyperviseurs, des équipements réseau. Ils ont des guides pour beaucoup de choses et c'est assez intéressant. Des participations à l'administration, donc ça c'est plus quand on va être en administration partagée. L'idée c'est toujours d'avoir de la traçabilité, j'en parlais tout à l'heure du fameux DICT, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Et effectivement la traçabilité est quelque chose d'important dans la sécurité. On est que des hommes, les systèmes ne sont faits que par des humains et effectivement il y a toujours le risque zéro n'existe pas, donc avoir des traces de ce qui se passe et de ce qui s'est passé est très intéressant dans la sécurité pour pouvoir potentiellement être dans l'amélioration continue et continuer à patcher et à corriger les failles si elles existent. Et puis voilà, des petites solutions, centralisation des logs, SIEM, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est des choses qui deviennent standards, qui peuvent avoir un coût effectivement, mais qui sont très 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 intéressantes et qui peuvent élever le niveau de sécurité également à partir du moment où on utilise ces outils-là. C'est vrai pour tous les outils, si on le pose et qu'on ne fait rien avec, globalement, l'outil va rendre le service pendant quelques jours, semaines, mois, mais au bout d'un moment, il va atteindre ses limites. C'est des choses qu'on doit faire vivre, c'est des outils, des plateformes qu'on doit faire vivre, et c'est le rôle, effectivement, d'un infogéreur ou d'un hébergeur comme OVH, comme Ecritel. Côté Ecritel, on va mettre un certain nombre d'outils à disposition, effectivement. On a une palanquée d'outils en interne ou en externe qui nous permettent d'avoir un petit peu tout ce qu'on s'est dit avant, donc les traces, gérer les changements, monitorer les alertes, gérer la capacité, pouvoir vous donner de la visibilité sur les ressources, où est-ce que vous en êtes. Aujourd'hui, la disponibilité est une composante de la sécurité, on l'a vu, le capacity planning est partie prenante de effectivement cette disponibilité. Une plateforme qui arriverait à bout en termes de ressources et qui générerait de l'indisponibilité peut être considérée comme un incident de sécurité. Demain, vous avez un centre hospitalier où son capacity planning est mal géré et toute sa plateforme tombe et ils peuvent plus avoir, je sais pas, les radios, ce qu'on veut, les fiches médicales des patients, etc., les prescriptions médicales. Ça peut très vite, des vies peuvent être en jeu, entre guillemets. Je grossis un peu le trait, mais ça peut aller très vite. Donc la disponibilité est importante. Je vais passer du coup la main à Farah qui va effectivement utiliser cette partie Ecritel sur les contacts côté Ecritel et comment nous fonctionnons. Très bien, merci Léo. Donc au-delà des aspects purement techniques, il y a aussi l'aspect organisationnel qui est important. Dès lors que vous nous confiez votre projet chez Ecritel, vous disposez de contacts dédiés. Donc vous avez votre ingénieur d'affaires qui suivra, en fait, qui sera votre contact commercial et qui vous suivra durant toute la durée de votre contrat. Mais vous avez également la possibilité de disposer d'un référent technique dédié ou d'un service delivery manager dédié. Donc ces derniers, donc le service manager sera en charge de mettre en place tout ce qui est comitologie. Donc comité de pilotage, comité hebdomadaire, comité projet, comité sécurité.
Et la fréquence et le contenu de ces comités seront discutés en phase d'avant-vente et puis seront affinés en phase durant la période de build, durant la période d'installation de votre plateforme et la mise à disposition donc, de l'infogérance. Également, donc, vous avez accès à un support en 24/7. Hein, c'est tout l'intérêt de confier sa plateforme à Ecritel, c'est d'avoir vraiment un service en 24/7 avec un système d'escalade en astreinte. Tout est fait et réalisé depuis la France uniquement. Donc, nous ne sous-traitons pas en heure non ouvrée le support à l'étranger. L'expérience client en continu, donc c'est un de nos leitmotifs. Hein. Un point d'honneur à ce que nos clients soient satisfaits. Donc, typiquement, à chaque fin de clôture de ticket, vous avez une enquête helpdesk pour savoir si vous êtes content ou non du traitement du ticket, que ce soit un ticket de changement, que ce soit un ticket de demande, conseil ou un ticket incident. Vous avez aussi la possibilité donc, de remonter vos satisfactions ou insatisfactions lors de comités, donc que ce soit dans les comités de pilotage, les comités stratégiques ou les comités de sécurité. Et à chaque insatisfaction s'intègre en fait dans un processus de suivi de réclamation qui est remonté à notre direction générale, puisqu'on est aussi certifié ISO 9001, donc il faut respecter un certain process de qualité. Et la réclamation, elle est clôturée une fois qu'une réponse claire vous est apportée. L'amélioration continue, du coup, au cœur de nos préoccupations, et on est fiers d'afficher un taux de satisfaction de 87% sur la dernière enquête qui a été réalisée sur notre helpdesk en 2021. Ok, merci Farah. Je vais donc passer la main à Guy Fournier qui va nous dérouler un certain nombre de thèmes concernant OVH. Je te passe la main tout de suite, Guy. Je te donne le lead et c'est fait. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais avoir le plaisir de vous parler un petit peu de notre ambition, notre vision au secteur public, mais finalement de manière plus globale chez OVH, puisque notre objectif, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Et pour ça, finalement, il faut comprendre vos enjeux et il faut mettre des solutions technologiques adaptées à vos besoins et en toute sécurité. Donc, je vais essayer en quelques slides de vous présenter un petit peu tout ça. On va voir si ça fonctionne. Bon, voilà. Comme je vous le disais, accompagner la transformation de nos clients, c'est une évidence. Par contre, la contrainte pour nous, c'est de le faire dans un environnement agile, scalable et sécurisé. C'est-à-dire qu'effectivement, si on vous propose des infrastructures qui sont identiques à celles que vous avez chez vous et s'il faut 4 mois pour les obtenir, finalement, il n'y a plus beaucoup d'intérêt d'aller dans le cloud. Le cloud, c'est vraiment l'agilité au début de tout le projet et c'est ce qui fait la différence. Ensuite, les solutions scalables et sécurisées, elles doivent être aussi alignées avec vos besoins. Et nous avons mis en place, et c'est ce que je vais vous partager juste après, un certain nombre de cas d'usage qui sont, nous on est un industriel, donc dès qu'on trouve une solution qui peut être dupliquée, on l'optimise, on la manage et on la propose à nos clients de sorte à ce que le maximum d'entre eux puissent bénéficier de ces avantages. Dès que j'arrive à faire bouger les slides, voilà. Et donc, je me suis permis de faire une petite slide avec quelques cas d'usage intéressants. On va revenir un petit peu plus loin sur la partie Secnum Cloud, mais forcément, cette qualification nous permet aujourd'hui d'héberger l'ensemble des infrastructures des ministères, des OIV, des OISEB, puisque c'est la brique indispensable pour pouvoir commencer à travailler et à déporter et à hybrider une infrastructure dans un environnement sécurisé respectant la doctrine de l'État et la demande de l'ANSSI. Donc, bon nombre de ministères sont déjà sur ce type d'infrastructure. C'est exclusivement du cloud privé chez nous et c'est motorisé au travers l'application VMware et donc c'est un VMware as a service. En fait, on vient manager toutes les couches basses et on vous propose une infrastructure qui est déjà posée dans un environnement Secnum Cloud sur lequel vous n'avez plus qu'à mettre vos VM et à travailler tranquillement au-dessus. Ensuite, on a un sujet qu'on appelle back-office, front-office. Alors, c'est des termes qui sont pas forcément d'actualité ou en tout cas qui nous ramènent à il y a quelques années, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'une application, elle peut être assez facile à mettre en place et déployable très vite dans un environnement cloud public, comme on savait le faire sur du front-office où il n'y a pas beaucoup de sécurité, où il n'y a pas beaucoup d'informations critiques. Et là, on est dans finalement quelque chose de très agile, où je vais être capable, au travers un DB as a service, du Kubernetes, un environnement Postgres déjà managé, d'essayer de construire
de valider, de regarder si mon idée est bonne. Et une fois que ça s'est fait, et une fois qu'on a un démonstrateur qui tient la route, eh bien, quand il faut effectivement aller un peu plus loin dans cette logique de back-office et de sécurisation des données et des environnements, eh bien, je vais le faire dans un cloud privé. Alors, ça peut être dans un environnement SecNumCloud, mais ça peut être aussi dans un environnement HDS, ça peut être les deux, parce qu'effectivement, de plus en plus, avec les hôpitaux, et on va le voir un peu plus loin, la contrainte devient double. L'HDS est indispensable, mais je commence à avoir quelques hôpitaux où la PHP qui commence à nous dire peut-être qu'il faudrait aller un peu plus loin et on va commencer à regarder du SecNumCloud HDS. Il y a un troisième sujet qui fonctionne très bien chez nous, sur lequel on peut donner de l'agilité et rendre service, c'est tout ce qui va toucher la data et l'intelligence artificielle, donc les environnements de big data, de machine learning, etc. Et je prends 2 minutes pour vous parler de la PHP, parce que l'année dernière, nous avons hébergé le Challenge IA for Health, qui était tout simplement un concours qui permettait à une vingtaine de startups de concourir pour développer un algorithme un peu différent. Et la demande et l'enjeu pour la PHP, c'était de pouvoir donner accès à un dataset de patients sans pour autant que ces données puissent sortir des environnements que nous proposions aux différentes startups qui jouaient ce concours, doté d'1 million d'euros quand même avec la région Île-de-France. Donc, c'était quand même quelque chose d'important. Et donc, nous avons en fait proposé une solution où le dataset est accessible par tout le monde, mais finalement, chaque startup pouvait accéder aux données sans pouvoir les sortir. Chaque startup avait exactement la même puissance de calcul, le même type de GPU, le même type de RAM, le même type d'AccessDX, etc., etc. Donc, il y avait une véritable équité sur ce type de solution. Très facile à mettre dans le cloud public, labellisé HDS et donc test d'intrusion, la CNIL, etc. Tout ça a été fait. On peut aller plus loin parce qu'on peut faire le même type d'environnement avec des serveurs dédiés, mais là, du coup, c'est plus nous qui manageons, c'est nos clients parce qu'ils ont besoin et ils savent manager ça comme ils le veulent. Mais surtout, ce qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure de le dupliquer et de le répliquer, cette capacité d'avoir des containers et d'avoir accès à des données sans pouvoir les sortir en mode sécurisé, eh bien, ça permet à d'autres ministères derrière de se dire, je peux partager des données avec différents départements, financiers ou autres, et donc finalement, je suis en capacité de réfléchir un peu différemment, tout en étant certain que mes données ne seront pas sorties et utilisées autrement que ce que je souhaite le faire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a 2-3 ans, Microsoft, Google étaient les seuls sur ce marché, et aujourd'hui, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on a rattrapé notre retard et on est en capacité de proposer des solutions à hauteur de ce que font nos concurrents américains, mais dans un environnement complètement sécurisé, souverain, français, et donc sécurisé puisqu'il n'y a pas de problématique de Cloud Act derrière. Et ça, c'est très important. Je sais que parmi nos auditeurs, il y a quelques villes et on a un vrai sujet autour de Smart City. On travaille et on a un partenariat très fort avec Cité Gestion qui dispose d'une infrastructure assez sympa qui héberge un certain nombre de villes parce qu'ils ont des marchés là-dessus. Et donc, ils reposent ces infrastructures chez nous. Et de manière globale, on est en train de mettre en place un certain nombre de services autour de la vidéosurveillance, autour de tous les sujets qui sont un peu critiques pour les agglomérations. On est en train de finaliser aussi ce qu'on appelle un SI critique, où finalement, nos clients vont avoir la capacité de venir héberger la réplique du système d'information minimum en cas d'attaque, de ransomware, etc., pour pouvoir redémarrer from scratch de chez nous avec une infrastructure qui sera déjà prête pour eux. Et ça, c'est un vrai sujet parce que malheureusement, on constate de plus en plus que des villes, des CHU, des clients, des grands comptes, des ministères sont attaqués en permanence. Et donc, il y a des agglomérations qui sont moins résilientes parce que moins de moyens, moins d'expérience. Et donc, derrière tout ça, il a fallu mettre en place des outils pour pouvoir, là encore, accompagner et redémarrer, quelle que soit l'enquête qui sera faite derrière avec l'ANSSI, quels que soient les éléments qui devront être mis en place. Il faut un minimum repartir avec ce qui est indispensable pour pouvoir redémarrer les applications de la ville, garantir les services sociaux, de la voie sur IP pour pouvoir travailler avec le préfet, les services de police, etc., etc. Enfin, tout ce qui est indispensable au redémarrage d'une agglomération est pensé dans ces packages et sont là pour aider justement nos clients sur ces sujets-là. J'ai déjà parlé un petit peu de tout ce qui était hébergement de données de santé dans des environnements HDS. Donc, ça peut être effectivement toujours sur du cloud privé motorisé par VMware. Ça peut être aussi sur des serveurs dédiés parce qu'on a des serveurs de GPU qui peuvent
faire le job aussi, parce que de plus en plus, on fait de l'analyse 3D et pour le coup, de la CPU n'est pas toujours suffisant. Et puis, c'est un sujet qui est intéressant pour moi à venir, parce que depuis tout à l'heure, je parle aussi beaucoup de cloud public, qui est absolument pas dans un environnement SecNumCloud. Et donc, cette capacité à être agile va arriver à partir de septembre, puisque nous allons intégrer l'offre Tanzu de VMware au sein de nos solutions qualifiées SecNumCloud de cloud privé. Et donc, ça va vous permettre de faire de la containerisation au travers le Tanzu et donc finalement d'avoir la même agilité que ce qu'on peut proposer sur un cloud public en mode démonstrateur, mais là de manière un peu plus précise. Et là encore, on va retrouver du DB as a service, on va retrouver tous les composants en fait de Tanzu pour pouvoir justement vous permettre de disposer de la même agilité dans un environnement SecNumCloud, parce que la difficulté pour vous, c'est d'être en adéquation avec la doctrine de l'État et d'avoir la même agilité que l'ensemble des clients qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes que vous. Donc c'est pour ça que c'est très important. Normalement, c'est septembre. Maintenant, est-ce que c'est le 12 ou le 25? Je ne sais pas et j'ai préféré mettre à venir. Voilà. J'arrive. Ah, j'ai fait un truc assez terrible. Je ne vois plus mes slides. J'arrive pas à passer là. Je suis désolé. Excusez-moi, j'ai un petit. Ah là, c'est bon. Cette slide-là, juste pour vous rappeler comment on est arrivé à construire notre solution SecNumCloud. Depuis 20 ans qu'OVH existe, assez vite, on a pris… cool. Oula. Ouais, je suis désolé. Voilà. Assez vite, on a pris le parti de construire nos serveurs, de ne pas utiliser les systèmes traditionnels de fabrication, et on a watercoolé nos serveurs, et donc on a construit et on a pensé nos data centers, ce qui fait que depuis des années, on fournissait initialement des serveurs dédiés à la location, vraiment en infrastructure as a service très basique, et on a constaté que beaucoup de nos clients utilisaient plusieurs serveurs pour fabriquer eux-mêmes un cluster. Et donc, assez vite, donc dans les, je sais pas, dans les années 2000 quelque chose, on a commencé à construire les premières solutions et les premières briques pour proposer un vSphere as a service. Et donc, finalement, on a construit une solution Hosted Private Cloud, c'est le nom exact chez OVH, et ça signifie vraiment un cloud privé hosté chez nous, c'est-à-dire votre cloud privé qui est chez nous. Et ce système-là, comme il est complètement étanche, il est non mutualisé et que ce sont des infrastructures qui sont dédiées à chaque client, ça a été assez facile finalement d'en faire le meilleur élève chez OVH et de lui faire obtenir toutes les certifications et qualifications, les ISO 27000, etc., HDS, puis la qualification SecNumCloud. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2020, en fait, un certain nombre, et notamment le Forrester, nous a positionné comme le leader européen du cloud privé. Donc, depuis effectivement de nombreuses années, on a mis l'emphase sur cette partie-là parce que pour nous, ce qui était vraiment très important, c'était cette capacité de vous fournir un environnement sécurisé que vous alliez pouvoir étendre chez nous et créer une hybridation entre chez vous et chez nous qui vous permettent effectivement de disposer de ce dont vous avez besoin quand vous en aviez besoin. Et donc, c'est pas un hasard qu'on ait choisi cet environnement pour le qualifier, c'est parce que c'est le plus résilient, c'est le plus sécurisé, et puis c'est un environnement sur lequel on a une vraie expérience de presque 15 ans de partenariat avec VMware. C'est pour ça que finalement, Tanzu, on est arrivé à le digérer et à l'intégrer beaucoup plus vite. Et je rappelle quand même que tout est fait en France. Notre usine est à Croix, à côté de Lille. Nos data centers sont répartis sur les Hauts-de-France entre Gravelines, Roubaix, Lille, et puis après on descend sur Strasbourg. Donc on design, on fabrique, on construit, on fait le run et on fait le support en des équipes françaises. Ça, c'est important. J'aime bien faire mon petit cocorico à ce moment-là. Mais c'est quand même bien de le rappeler. C'est 2500 personnes qui travaillent pour vous au quotidien en France. Je passe très rapidement sur la doctrine de l'État. Elle a un seul intérêt, c'est qu'effectivement, elle vous garantit qu'OVH coche les 3 cases. Nous sommes opérés alors,
la qualification SecNumCloud impose d'être opéré par des Européens. Nous, on va le faire au niveau français. Donc, nos data centers SecNumCloud sont en France, opérés par des Français. Ils sont qualifiés SecNumCloud. Et comme nous n'avons aucune interconnexion avec les États-Unis, nous sommes immunisés contre toute problématique d'extraterritorialité. Et donc, le Cloud Act, le SHREM, le machin bidule, tout ça, ça ne s'applique pas pour nous. Nous avons une entité aux US, mais qui n'est pas connectée à OVH et donc qui ne rentre pas dans cette problématique de loi américaine. Donc, c'est très important parce que cocher les trois cases vertes, les trois cases vertes, c'est la garantie pour vous, effectivement, de pouvoir travailler en toute sécurité. Enfin, pour ceux qui nous connaissent déjà et ceux qui n'ont pas, enfin, que nous n'avons pas encore le plaisir d'avoir chez nous, l'ensemble de nos infrastructures, que ce soit des serveurs dédiés, que ce soit ce hosted private cloud ou le cloud public, finalement, l'ensemble de nos serveurs sont construits avec deux pattes, une patte interne et une patte externe, pour aller se connecter sur Internet, forcément. Et donc, finalement, quand vous êtes client chez OVH, vous avez un manager, vous avez un dashboard qui vous permet d'accéder et finalement de commander l'ensemble de vos infrastructures et finalement de faire interagir dans n'importe quel data center, n'importe quelle infrastructure, au travers d'un réseau privé qu'on appelle le VERAC et qui est tout simplement du VLAN sur lequel vous pouvez éviter justement toute exposition sur Internet et communiquer vos infrastructures et échanger entre un serveur dédié à Graphene et puis un cloud privé à Roubaix, je ne sais quoi, et faire vos sauvegardes, etc. Bon, tout ça, ça marche très bien. Sauf que quand on est dans un environnement SecNumCloud, il y a une nécessité d'étanchéité qui est très importante. Ça veut dire qu'on a reconstruit un SI dédié. Donc, quand vous êtes dans un environnement SecNumCloud, vous avez un numéro de compte client dédié, vous avez un SI complètement dédié et vous ne voyez que des infrastructures supplémentaires SecNumCloud. C'est totalement étanche. L'ensemble des règles de sécurité sont logiques et physiques. Et donc, derrière, les points importants que vous devez avoir en tête, sur lesquels OVH va vous accompagner sur des solutions techniques primaires, puis avec ses partenaires pour pouvoir le mettre en place, c'est le chiffrement à froid de l'ensemble des données, et deux, le chiffrement de toutes les informations et de toutes les données qui sont en transit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on démarre une infrastructure SecNumCloud chez OVH, on se crée un compte client spécifique dans un environnement SecNumCloud. On doit disposer de clés de chiffrement. Donc, c'est pour ça que soit vous les avez, soit on vous les fournit. Et on a, en plus de tout ça, un support dédié au niveau européen, mais bon, ça fait presque un an qu'on va avoir la qualification, donc on est dans une phase où on va avoir quasiment 100% des équipes qui vont le run français, alors qu'on était au départ sur des Européens, et on a des SLA étendus qui sont spécifiques et qui sont pensés justement pour ces applications un peu critiques. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut héberger aussi du HDS ou du PCI DSS sans coût supplémentaire. Donc ça, c'est important parce que cette zone de confiance dans laquelle on a créé nos deux data centers, pour le moment, on a deux data centers, un à Roubaix et un à Strasbourg. Il y a un troisième site qui est prévu l'année prochaine. On est en train de finaliser tout ça, ce qui nous permettra d'avoir une logique actif-actif, plus un PRA derrière. Donc tout ça va continuer à se mettre en place. Ce sont les premières briques. On a commencé par le cloud privé, mais on va aller beaucoup plus loin pour vous permettre finalement et vous offrir à terme l'ensemble des solutions technologiques d'OVH dans un environnement SecNumCloud. Voilà. Et pour moi, il me reste cette slide, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait une enquête de satisfaction auprès de nos clients l'année dernière, pendant 6 mois, et on leur a demandé finalement quels étaient les critères les plus importants pour travailler avec nous. Qu'est-ce qui faisait qu'ils travaillaient avec nous? Et la première chose, c'est cette capacité que nous avons à les accompagner et à leur fournir de plus en plus de services PaaS, plateforme as a service. Donc, je vous ai parlé de DB as a service, il y en a d'autres, hein, il y a énormément de sujets sur lesquels on est en train de progresser. On n'a pas fait le choix de courir après 200, 250 services comme nos concurrents. On a essayé d'identifier les 80 les plus utiles. On les a déployés dans des environnements normaux, puis HDS, et on va à terme les emmener sur des environnements SecNumCloud. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement ce cloud de confiance qui est indispensable parce que nous sommes un leader européen, nous sommes français, on héberge en France et on fait travailler des équipes françaises pour vous. Donc ça, c'est important. Le troisième point, il arrive toujours dans le top 3, c'est la partie pricing, tout ce qui est tarification.
Pourquoi? Parce que nous avons tous nos prix sont affichés sur Internet, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de coût caché, on est prévisible et prédictible. Tout ce dont vous avez besoin, on le détermine, on met un coût, soit c'est gratuit, soit c'est payant, mais une fois que c'est lancé, il n'y a pas de changement. Ça, c'est très important. Et puis effectivement, derrière, après, il y a tout ce qui est écosystème. Je rappelle que le fait de disposer d'un système de water cooling qui est un peu hors norme sur le marché. Donc, on vient poser sur le processeur un système fermé qui refroidit le processeur et qui maintient les serveurs en température sans aucune climatisation. On a un PUE qui varie entre 1,09 et 1,20 maximum. Donc, ça veut dire que, grosso modo, il nous faut moins de 20% d'énergie supplémentaire pour faire tourner tout le data center et rendre le service à nos clients. Et ça veut dire qu'avec un verre d'eau à peu près comme celui-là, je fais tourner un serveur pendant une journée. Je le refroidis pendant une journée. Donc ça, c'est quand même super important. Et là-dessus, on est parti sur des programmes de décarbonation complets en 2030. En Europe et sur certains pays, ce sera avant, mais il y a des pays où ce sera un peu plus compliqué. On est dans un recyclage, l'ensemble de nos serveurs, puisque comme on les construit, on les assemble et qu'on maîtrise de bout en bout notre chaîne de composants, on a une souveraineté industrielle qu'on met à la disposition de nos clients. Et donc, quelque part, on est aussi là, être capable de maintenir opérationnel des serveurs pendant 7, 8, 10 ans si c'est nécessaire. Et donc, de ne pas courir après l'obsolescence programmée de nos serveurs. Et donc, quelque part, de descendre très fortement notre empreinte, puisque on a besoin de moins de carbone pour pouvoir construire nos serveurs. Et en cette période difficile où il manque énormément de composants, je peux vous dire que le fait de construire et d'assembler nous-mêmes nos serveurs nous donne une flexibilité qui sert aujourd'hui énormément à nos clients. Voilà. Et je pense que grosso modo, si on doit aller plus loin derrière, après nos équipes, le secteur public est organisé de telle manière à ce que nous ayons des experts sur les collectivités territoriales, les grands ministères, la partie santé, la partie recherche. Donc, quels que soient les environnements dans lesquels vous travaillez, il y a des solutions aujourd'hui et on a des équipes commerciales qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Et bien entendu, avec nos partenaires, parce que nous, tout seuls, on ne fera rien, on ne fait pas de service. Nous, on est jusqu'à la brique plateforme as a service, on fournit ces briques technologiques pour vous permettre d'être agile, et après, on s'appuie sur des partenaires pour aller plus loin. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Ok, alors, merci. Oui, vas-y. Je vais lancer le sondage. Donc, on a une petite question à vous poser pour un peu mieux comprendre les défis auxquels vous faites face. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps, 1 minute. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus, je pense, pour pouvoir répondre à ce sondage. Ouais. On a aussi une question pratique de Monsieur Ziadi, si je n'écorche pas le nom de monsieur, sur la mise en ligne du webinaire, parce qu'à priori, il y a eu pas mal de petites coupures de son pendant le webinaire. Oui. Donc, le webinaire de mémoire sera mis en ligne effectivement parce qu'il est enregistré. Pour la partie coupure de son, on va voir ce qu'on peut faire sans faire un réenregistrement complet. On fera peut-être un transcript plutôt à l'écrit ou des choses comme ça si jamais il y a eu des trous effectivement pour compléter les informations. Mais oui, le webinaire sera mis en ligne et on verra effectivement pour les coupures qu'on a pu connaître si on peut faire quelque chose. Alors, on a 23%, 27% maintenant des participants qui ont voté. Donc, on va laisser encore un petit peu de temps pour avoir voilà, ce paysage, on va dire, complet sur les défis, le principal défi auquel vous faites face aujourd'hui. En attendant que l'on termine ce sondage, n'hésitez pas si vous avez des questions, à les formuler à travers l'espace dédié. Donc, on va les prendre juste après, pendant la session de questions-réponses.
vous laisse encore quelques secondes et je vous propose de fermer le sondage d'ici peu. Je me suis trompé sur le nom de la personne qui avait posé la question. C'était pas Monsieur Ziadi. Monsieur Ziadi avait dit juste bonjour à tous. Et c'est Alors, hop, donc je vais clôturer le sondage. Je vous remercie pour votre participation. Côté questions-réponses, alors laissez-moi regarder ce qu'on a en termes de questions supplémentaires. Alors, justement, par rapport aux problématiques et aux défis, quelles sont les problématiques le plus souvent rencontrées en phase d'avant-vente? donc ça, effectivement, sur la partie, peut-être Farah, je ne sais pas si tu veux y répondre, sur la partie avant-vente, c'est vraiment des problèmes de qualification. Je pense que Farah, tu pourras peut-être plus détailler que moi. Alors, en phase d'avant-vente, on a plusieurs problématiques. C'est déjà savoir identifier quel type de données ils hébergent en interne pour pouvoir du coup externaliser vers le cloud OVH Cloud infogéré par Ecritel. Donc, il y a cette distinction, il y a cette problématique-là. Ensuite, il y a des problématiques du coup de contraintes techniques, l'aspect technique. Donc, les personnes qu'on a en général en face de nous ne sont pas forcément au fait de toutes les normes et tous les aspects sécuritaires qu'on est en obligation de mettre en place pour respecter certaines certifications de la donnée personnelle. Tu en avais parlé un petit peu, Léo, en début de session. Donc, est-ce que j'ai l'antivirus? Est-ce que je suis obligée de mettre un scan de vulnérabilité parce que ça a aussi un coût? Est-ce que je dois centraliser mes logs? Qu'est-ce que je fais avec mes logs? Quels outils nécessaires je suis censée mettre en place? Donc, il y a toute cette méconnaissance de cette partie outillage qu'on aborde souvent en phase d'avant-vente. Et ensuite, après, il y a l'aspect aussi budgétaire qui joue beaucoup dans la qualification et dans les plateformes qu'on va mettre en place ensuite. Quel type de solution on va préférer chez OVH Cloud? Est-ce qu'on va partir sur du cloud privé? Est-ce qu'on va partir sur du cloud public? Est-ce qu'on part sur du Second Cloud ou autre? Donc, il y a toute cette phase en fait qu'on travaille en phase d'avant-vente avec nos équipes en interne et également avec les équipes d'OVH Cloud pour proposer la meilleure solution qui réponde à la fois aux contraintes de données, aux contraintes de certification qu'il faut avoir pour héberger un certain type de données. Et l'aspect technique, est-ce que la plateforme que je vais mettre en place, parce que j'ai des contraintes budgétaires, répondra quand même aux soucis de performance dont j'ai besoin? Donc, il y a vraiment ce trio. Donc, performance, quel type de données je mets en place, quel type de solution sécurité et quel budget je vais y allouer. Donc, c'est vraiment les contraintes qu'on rencontre parce qu'en face de nous, voilà, on est en face de personnes qui ne sont pas forcément au fait de tous les aspects sécuritaires qu'on est obligatoirement en mesure de mettre en place pour qu'on soit conforme. Pour que lui soit conforme, lui soit serein, s'il a un audit, qu'il ait les preuves nécessaires à apporter à l'auditeur. Et voilà. Donc, moi, c'est ces contraintes-là que je rencontre souvent en phase d'avant-vente. Ok. D'accord. Après, la notion également de tarif, comme tout type aussi d'hébergeur, plus on s'engage dans la durée et plus vous allez avoir des tarifs référentiels, notamment avec OVH Cloud. La sécurité poussée à son paroxysme peut coûter cher. Oui, et puis chez Ecritel, nous avons effectivement l'habitude de travailler avec le secteur public. Nous répondons à un ensemble de marchés publics également. On est bien présent. C'est vrai que les peuvent être parfois. Voilà. Donc, on a l'habitude avec nos partenaires d'OVH de répondre aux contraintes de sécurité, d'infogérance derrière. Surtout, on fait des concessions. Donc, ça arrive aussi. Voilà. Mais il y a une team vraiment dédiée chez Ecritel, comme on l'a aussi chez OVH, nos partenaires OVH sur le secteur public. Donc, on a cette qualité d'écoute véritablement et on s'adapte, bien entendu, à vos besoins en termes, ça peut être en termes budgétaires, surtout en termes de technicité et d'infogérance de vos données. Voilà. Alors, pour compléter peut-être sur ces défis et voilà, ces éléments de challenge que rencontrent nos participants, je vais vous partager un peu la vue des réponses qui ont été faites. Donc à la fois
une majorité sur les compétences internes, donc peut-être un besoin d'externalisation du coup de ces éléments, mais aussi à un niveau assez égalitaire, disons, les contraintes budgétaires, la maintenance du legacy, la diversité des données à gérer et les failles de sécurité. Ok. Bah, ça Voilà. reprend. On s'en doutait un petit peu, effectivement, voilà, puisque c'est des choses que nous, on rencontre, qu'on rencontre régulièrement en phase d'avant-vente ou peu importe, effectivement, on peut avoir ces choses qu'on rencontre après. La partie compétences internes, effectivement, on est assez raccord là-dessus. On se doutait un petit peu du résultat de ces sondages-là, mais c'est intéressant d'avoir cette visibilité des partenaires. Ouais, voilà, tout à fait. Autre question, quel délai faut-il prévoir pour un projet d'externalisation? Alors c'est peut-être plus pour Écritel à ce niveau. Ouais, c'est assez vaste. Ça va dépendre effectivement du périmètre d'externalisation qu'on veut mettre en place, des contraintes qu'on sait s'y imposer. Prévoir une externalisation d'une petite application, ça peut aller assez vite. On peut être de l'ordre du mois, de la semaine, ça dépend des contraintes. Quand on va parler de gros systèmes d'information complets, on peut être sur des migrations qui vont s'étaler sur plusieurs années des fois, mais en général on va être sur entre 6 et 9 mois assez rapidement quand on va être sur des SI complets avec des certifications ou des qualifications. On parlait de Secnum Cloud tout à l'heure, avec des contraintes de sécurité fortes, où là effectivement en général on parlait un petit peu tout à l'heure, mais on le voit moins en phase d'avant-vente, mais on va le voir plutôt pendant la phase de build, où on va effectivement conseiller le client sur un certain nombre de prérequis ou un certain nombre de choses à mettre en place, de solutions à mettre en place, de contrôles à avoir. J'ai parlé du code, je crois, un moment pendant la présentation. Typiquement, qu'on soit en environnement Secnum Cloud 27001, HDS, j'en passe, il y a quelque chose que ni Écritel, ni OVH, ni à peu près personne ne pourra faire, c'est remplacer vos développeurs. C'est quand vous avez un applicatif et que l'applicatif en lui-même est faillible, il faut avoir une TMA, il faut avoir des bonnes pratiques de développement, il faut faire des tests unitaires sur les développements. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Souvent, c'est des choses qui sont un petit peu mises à l'écart ou qui sont un petit peu oubliées. Et effectivement, quand on va mettre en production, pour être compliant vraiment de bout en bout avec ces mesures de sécurité, ces certifications, ces normes, ça peut tout de suite être chronophage, ça peut tout de suite prendre beaucoup de temps parce que le client n'a plus forcément la TMA en place, ou alors c'est une appli legacy, on l'a vu dans le sondage, et du coup elle est plus maintenue. Il peut y avoir plein de contraintes qui vont se poser effectivement, et l'externalisation complète, on va dire, du projet dans son ensemble peut de facto être ralentie. Donc il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques. Le plus tôt, c'est le mieux. Dès que vous avez entre guillemets une idée d'externalisation, le mieux c'est effectivement de faire appel à des structures comme Écritel, comme EVH pour dire j'ai un projet d'externalisation, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et là effectivement, donc Farah, nos équipes d'avant-vente, les équipes de Christophe vont dérouler un certain nombre de questions et vont aller creuser un petit peu toutes ces choses-là pour que nous on puisse vous dire avec quelque chose d'assez réel en étant est-ce que ce sera plutôt à échéance 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou alors est-ce que c'est très facile et en 2 semaines c'est bouclé en fait. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est réaliste à la fin. Donc c'est là, dès que vous avez une idée, le mieux c'est de nous contacter et nous derrière on va évaluer, on va vous accompagner de bout en bout, que ce soit en avant-vente ou en après-vente, pour faire ça. Après, on a des clients qui nous contactent avec des délais imposés. On sait relever les challenges, que ce soit chez OVH ou chez Écritel. Hein. On aime ça aussi les challenges. Donc on a relevé pas mal. On en a relevé pas mal. Pas mal. On est capable de vous accompagner avec des délais aussi contraints. C'est vrai qu'une mise en place d'une plateforme, ça peut être variable, comme le dit Lionel, en fonction de la criticité de vos données. On est sur la donnée de santé, de la donnée ou aussi politique, enfin, etc. Donc, on est capable, effectivement, avec nos experts chez Écritel et avec nos partenaires OVH, de proposer des solutions et de répondre, effectivement, comme l'a dit Farah, il y a énormément, effectivement, aujourd'hui de normes, et donc l'idée c'est de vous accompagner puisque certains de nos clients parfois n'ont pas toutes ces connaissances, et donc l'idée c'est de pouvoir vous accompagner dans un projet défini. Voilà, est-ce que je vais m'orienter vers un cloud HDS ou vers du Secnum Cloud? Donc là nous on est capable avec nos équipes effectivement de vous orienter, de vous proposer les meilleures solutions, avec bien entendu la contrainte budgétaire que vous pouvez forcément avoir également. Voilà.
Mais le mettre Alors, en On nom a des questions. plutôt sera mieux. oui, on a d'autres questions dans le chat. Donc, quel serait le délai moyen pour la migration d'un ESXi de cloud privé HDS existant qui a déjà été externalisé par le passé? Alors, il faudrait mettre un petit peu de contexte, mais enfin, si c'est juste migrer, on va dire les VM qui sont sur le SXi, en général, c'est assez rapide, sous réserve qu'effectivement le SX soit sur des releases récentes et subit toutes les montées de version côté VMware. Sinon, quoi qu'il arrive, on peut de toute façon faire la migration, faire les bascules quand même. Tant qu'on reste dans un monde VMware, globalement, les migrations sont assez simples et ça peut être assez rapide. Modulo, effectivement, si on change d'hébergeur, d'infogéreur ou on change de plateforme, il y aura potentiellement à prévoir des migrations DNS, des choses de ce type-là, qui peuvent être effectivement, qui peuvent nous ralentir de quelques jours, le temps de la propagation, qui doivent se planifier, etc. Mais si on reste dans un monde purement VMware, que ce soit côté Ecritel ou côté OVH, les solutions HDS existent. Donc, si on reste dans un environnement HDS, il s'agit de migrer les données ou de migrer les VM qui sont dessus. C'est assez rapide. Il n'y a pas de, les contraintes il y a peu de contraintes en vrai. Merci Lionel. Autre question, OVH mentionnait le cloud full français européen pour des solutions Microsoft. Y a-t-il des offres concurrentes à Office 365 ou des équivalents, messagerie instantanée, SharePoint, etc. Je te laisse la main, Guy. Ouais, alors c'est une bonne question. Là, on est un petit peu au-dessus du plateforme as a service. On va plutôt arriver sur des solutions software as a service. On est en train de travailler, nous, sur un certain nombre de solutions qu'on ne porte pas seul, mais plutôt avec un écosystème, avec des partenaires. Là encore, on est en capacité de proposer des solutions. Il y a des partenaires qui font avec nous la webconf de l'État. Vous avez sur le site d'OVH un certain nombre de solutions qui existent et avec des partenaires, on a un écosystème qui est capable de faire et de répondre à pas mal de solutions autour de tout ce qui est collaboratif. Alors c'est pas Microsoft, hein, on n'héberge pas ces solutions-là, mais on a des solutions comparables sur chaque produit. Ce qui peut peut-être manquer à certains de nos clients aujourd'hui, c'est l'intégration globale de tous ces services en un seul point. Effectivement, on est allé chercher des experts et des partenaires qui sont très forts sur la webconf, la messagerie, l'équivalent d'un SharePoint, etc., etc. Et OVH est en train de retravailler sur une messagerie souveraine, mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. J'espère pouvoir annoncer des choses à la rentrée. Merci Guy. Autre question, si un manque de compétences internes dans le pilotage d'acquisition et de mise en place passe, ça révèle un besoin d'externalisation, comme vous le disiez intuitivement, mais aussi un besoin de renforcement de ces dernières, n'est-ce pas? Et une montée en compétences, ouais. Pas forcément. Alors oui, c'est mieux. Pas forcément dans le sens où par exemple, à un moment, j'ai parlé des niveaux d'administration. Effectivement, l'idée c'est aussi de se décharger des compétences dans le cadre du partenariat, par exemple avec OVH Cloud. Comme l'a expliqué Guy tout à l'heure, OVH va vous complètement dans le Sectum Cloud, ils vont se charger de toute la partie plateforme as a service, toute la partie infrastructure, et vraiment vous pouvez vous concentrer, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, sur votre use case, votre métier, et poser vos applications on top de l'infrastructure qui est complètement managée par OVH. À côté de ça, effectivement, on ne va pas remplacer un développeur, on ne va pas remplacer ce genre de compétences. Donc, suivant effectivement le thème, on va dire, ou la compétence que vous recherchez, on ne pourra pas se substituer à 100% à une compétence qui serait nécessaire. Je reprends l'exemple développeur, mais c'est le meilleur exemple. Donc, cette compétence-là, on ne pourra pas s'y substituer. Par contre, tout ce qui va être, je sais pas, administrateur réseau, ingénieur sécurité, ingénieur système, Linux, Windows, ce genre de choses. Ça, BDD, voilà, c'est effectivement des choses, des profils que nous on a et des services sur lesquels nous on va répondre et de votre côté, vous auriez effectivement moins besoin de staffer ces compétences-là. Aujourd'hui, on a des typologies de clients, donc publics et privés, effectivement, qui font appel également à de la TMA, donc toute la partie développement, va être fait par un tiers.
Nous, on travaille avec le tiers, main dans la main. Pour le coup, on a vraiment une relation, on va dire, tripartite, voire quadripartite, si on inclut des OVH Cloud, par exemple, dans la boucle. On va avoir OVH sur la partie basse, Écritel sur la partie infogérance, un prestataire qui va faire la TMA et le client au final qui va être un petit peu le donneur d'ordre, on va dire. Moi, j'ai besoin d'un site qui est rose, qui est vert, qui est jaune. Le TMA fait le site rose, vert, jaune. Nous, on l'héberge, on infogère, on s'assure qu'il soit dispo 24/7. Et derrière, OVH va s'assurer que la plateforme soit up and running en 24/7 avec de l'électricité, des serveurs qui soient refroidis et de la haute dispo, quoi, et du réseau. Donc, je grossis un peu le trait, mais en gros, c'est vraiment ça. Donc, vous pourrez vous passer d'un certain nombre de compétences. Maintenant, il n'empêche qu'effectivement, certaines compétences devront être probablement renforcées, soit en interne si vous gardez si vous choisissez de conserver ces ressources en interne, soit externalisées via de la TMA, etc. C'est vraiment chaque poste mérite effectivement peut-être de regarder un petit peu plus précisément, mais on peut arriver à tout externaliser. C'est pas forcément le meilleur choix, mais c'est possible. Alors, merci Lionel. Dernière question. Après, on va clôturer ce webinaire. En combien de temps puis-je monter un démonstrateur SecNumCloud? Donc là, c'est plutôt pour Guy. Alors, c'est une bonne question et ça va permettre de mettre une durée sur l'agilité. Donc, c'est intéressant. Si je regarde les 20-25 derniers projets qu'on a fait SecNumCloud au travers plutôt les ministères, on est entre le moment où on commence à discuter avec les équipes du ministère ou du client plus globalement et le moment où les infrastructures sont livrées, on est entre 6 et 8 semaines. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a quand même des prérequis techniques qui sont importants. Donc, au-delà de vérifier que l'application est capable de supporter un chiffrement à froid, etc., même dans le démonstrateur, il faut quand même passer par la case KMS, chiffrement, création de l'environnement dédié. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que pour livrer une infrastructure SecNumCloud, on a mis 4 meetings techniques obligatoires qui sont compris dans le package global de livraison des infras. Et en fait, vos équipes vont travailler avec nos équipes avant-vente pour justement mettre en place tout ce qui va bien, parce que soit vous avez vos clés de chiffrement et il faut travailler sur comment je les réimporte chez OVH. J'ai pas de clé de chiffrement, comment vous faites? J'ai un KMS as a service, et ça nous prend déjà un petit moment. Après, j'ai un tunnel IPsec à monter, j'ai un certain nombre de choses à faire. Et puis, ça rejoint un peu la question précédente, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des tâches sur lesquelles aujourd'hui, les équipes informatiques doivent lâcher la main pour être au plus près des utilisateurs et des métiers pour pouvoir justement refaire de la coordination de projet et faire en sorte que finalement, il y ait plus d'espace ou de bastion entre l'IT, les métiers et les providers qui soient on-prem ou dans le cloud, peu importe. Et donc, quelque part, je pense qu'effectivement, il y a des choses à lâcher et je rebondis sur mon histoire de SecNumCloud. J'ai mon VROP, j'ai mon NSX, j'ai un certain nombre de choses à mettre en place techniquement. Et donc, finalement, si je peux le faire ça à votre place, une fois que c'est construit, ça fonctionne, vous avez plus de valeur à travailler l'employabilité de vos collaborateurs et à les faire monter en puissance pour justement s'intéresser aux problématiques et aux enjeux des métiers pour éviter le shadow IT. Et du coup, parce que ça, c'est un vrai sujet autour de la sécurité aussi. Et du coup, se positionner et travailler avec les équipes de nos partenaires et mes avant-ventes pour pouvoir identifier chaque étape, la compétence qui doit rester finalement chez vous et ce que vous pouvez lâcher parce que finalement, en commandant des solutions de plus en plus autour de plateformes as a service, bah, il y a un certain nombre de briques technologiques où l'intérêt, c'est pas de savoir comment ça fonctionne, mais c'est de les utiliser correctement. Donc, pour répondre à la question, parce que j'ai glissé un peu, un démonstrateur SecNumCloud sans une application stratégique derrière, entre 6 et 8 semaines au plus tard, si tout le monde est agile et qu'on arrive à trouver les bons timings pour faire les différentes étapes techniques, entre 6 et 8 semaines, c'est fait, le devis, la commande, la livraison, la facturation, la remise des clés, ça marche. Voilà. Ok. Merci Guy. Merci Guy. Merci à vous. Je confirme Je dois vous abandonner malheureusement, donc je vous remercie.
S'il y a des questions qui arrivent après, on répondra, on vous promet de répondre. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Les équipes d'Écritel et les équipes d'OVH commerciales et avant-vente sont à votre disposition et on répondra à l'ensemble de vos questions, qu'elles arrivent maintenant ou un petit peu plus tard. Voilà, moi je suis désolé, malheureusement, je dois vous abandonner, mais j'ai été ravi d'être parmi vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Guy. Ok. Je pense qu'on va pouvoir faire, Ouais, voilà, je réponds juste passer. à la dernière question de M. Bouissot. Oui, effectivement, nous sommes d'accord. Voilà. Ok, donc je pense qu'on peut clôturer, à mon avis, Marine, je pense. Tout à fait. On vous remercie. On vous enverra les éléments de replay et si vous avez besoin d'informations, vous avez à l'écran les contacts de Farah Kajam et Christophe Cam qui s'affichent. Vous les aurez Merci aussi également par Merci. email. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Bonne fin de Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.